Est-ce que vous croyez que Dieu a créé le ciel et la terre en seulement 16 jours, 6 ou 7 jours? Est-ce que la science moderne contredit ce récit? Eh bien, voici une représentation schématisée de ce qui est décrit dans la Bible. Et chose intéressante, lorsqu'on regarde les deux grands peuples qui ont eu une grande influence sur Israël, c'est-à-dire la Mésopotamie, les Assyriens, les Mésopotamiens, les Babyloniens, donc à l'est, et à l'ouest, il y a eu sud-ouest les Égyptiens. Tout le monde dans cette région avait cette cosmologie. Donc, je vous la décris en quelques instants. Vous voyez l'eau partout autour. Donc, l'univers est créé d'eau. Okay? C'est d'ailleurs très intéressant de faire un parallèle avec, le liquide amniotique ou un œuf avec plein d'eau à l'intérieur. Bon, l'univers, c'est dans la cosmologie antique, en Égypte, en Mésopotamie, en Israël, l'univers, c'est l'eau. Okay? Et il y a donc un continent au centre qui, lui, est entouré d'eau jusqu'à la périphérie de la Terre. Okay? Puis, finalement, on arriverait là, jusqu'au bout et pouf, on arriverait à un dôme rigide. Okay? Ensuite de ça, le dôme rigide, il est relativement transparent, ce qui fait que le jour, lorsqu'on regarde, ben, par-dessus le dôme du ciel, c'est bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau au-dessus. Ça s'explique. Okay? Ensuite de ça, bon, j'en ai parlé dans le récit de Noé, mais il y a référence de ça ailleurs dans les psaumes, que Dieu ouvre les écluses, Dieu ouvre les fenêtres dans le dôme du ciel pour laisser descendre la pluie. Parce qu'il y a de l'eau au-dessus. Donc, c'est comme ça que la pluie arrive, c'est lorsqu'on ouvre les portes du ciel. Les étoiles sont fixées sur le dôme rigide, qui lui se déplace pendant la nuit. Donc à ce moment-là, les étoiles fixées se déplacent aussi. Ensuite de ça, on voit en dessous, là, on parle de piliers, la terre sur ses piliers. Et puis lorsque le Seigneur parfois peut avoir une influence pour faire bouger la terre sur ses piliers. C'est ce qui expliquait les tremblements de terre. Okay? Et puis on a en dessous du sol, mais sans aller complètement jusqu'à l'eau qui est en dessous, là, on a le Sheol. Donc, un début de description de l'enfer. Là, le repos des morts. Okay? Faut dire que pour les Juifs, c'était pas exactement de la même signification qu'on retrouve chez les Grecs plus tard. Le Sheol est simplement un lieu d'arrêt. Il n'y a pas de vie active. L'âme est comme un peu prise dans le jello, est pas animée. L'âme est simplement en attente. Puis ensuite de ça, on a les eaux au-dessus du ciel, au-dessus du dôme rigide, au-dessus du firmament. Et là, la Bible parle des portes vers les cieux, les portes du paradis. Et puis là, on arrive là, dans un lieu qui est même transcendant, qui est au-delà de tout ça. Et on parle des 7 étages du ciel, 7e ciel, où habite Dieu et sa cohorte la plus proche. Là. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça que les anciens s'imaginaient. Et dans le fond, lorsqu'on
il va simplement avec nos propres observations, sans d'autres instruments, sans d'autres calculs, ben c'est ce qu'on pourrait facilement imaginer. Okay? Nous, très jeunes, on a des cours de sciences au primaire, on nous enseigne autre chose. Mais ça, c'est comme ça que s'imaginait le monde. Maintenant, j'espère que cette image-là restera dans votre tête parce que quand vous lirez la Bible, tout d'un coup, tout ça va faire plus de sens. Ça va ressembler plus à ce que vous... la Bible correspond à ce modèle-là. OK? Pourquoi ça ne correspond pas à ce qu'on entend en science? Premièrement, ben, il n'y a pas d'eau au-dessus de la voûte rigide du ciel. Comme météorologue, j'ai déjà envoyé un ballon sonde. Donc, je le sais que plus le ballon monte, plus l'atmosphère est ténue. Et à un moment donné, bon, ben, on le sait, plus on arrive haut, il n'y a juste plus d'atmosphère. En fait, l'atmosphère, c'est une densité d'air et plus on monte, moins c'est dense. Et finalement, il n'y en a plus après un certain moment. Et le bleu du ciel, en fait, vient de la réfraction du bleu. Le bleu réfléchit entre la distance des molécules d'air. Donc, c'est ce qui fait qu'on voit le bleu dans toutes les directions du ciel. Lorsqu'on prend une navette et on va au-delà de l'atmosphère, bien, on n'a plus cet effet-là et on voit le noir de l'espace. À droite, vous avez la première photo qu'on avait de la Terre vue de l'espace. Ou du moins celle qui a eu le plus grand impact. Parce que là, en 1968, la mission Apollo 8, des astronautes quittent la Terre et se rendent jusqu'à la Lune, font le tour de la Lune. Et lorsqu'ils font le tour, bon ben là, tout d'un coup, ils prennent cette photo avec la surface lunaire et la Terre qui se lève. Un lever de soleil, en anglais, on dit sunrise. Donc, eux, ils ont fait l'expérience d'un earthrise. C'est un lever de terre. La terre se lève. Comme un nouveau matin pour eux. Bien, ça, évidemment, ça a eu un grand impact dans l'histoire humaine de voir la Terre sous cette perspective-là. Donc, il n'y a pas un dôme rigide et il n'y a pas d'eau qui entoure la Terre. On voit bien, la Terre, elle est plutôt ronde. Et puis, il n'y a pas de voûte rigide autour. Deuxièmement, la vie a commencé dans l'eau, pas sur le continent. Ça, c'est en référence au fait que la végétation, tout d'un coup, commence sur le continent. C'est la première forme de vie que nous, on considère. Alors qu'en science aujourd'hui, c'est très clair, là, même par les fossiles qu'on retrouve, que la vie est apparue dans la mer. C'est intéressant de savoir que lentement, pendant 2 milliards d'années, les cyanobactéries ont produit l'oxygène dans notre atmosphère en retirant le CO2, la photosynthèse. Première forme de vie était dans l'océan. Bon, troisième contradiction. Le Soleil et les étoiles. Donc, voici le modèle héliocentrique de Copernic. Le Soleil est au centre, les planètes tournent autour du Soleil, la Terre est la troisième planète. Copernic a calculé que les planètes tournent autour du Soleil. Les étoiles sont d'autres soleils lointains et non pas des points lumineux fixés sur une voûte rigide. Donc, la référence au Soleil qui tourne autour de la Terre, en longeant la voûte, ben, c'est faux. Le Soleil est là et par sa gravité, c'est nous qui tournons autour. Et surtout que c'est la Terre qui tourne sur elle-même qui donne l'impression qu'on fait face au Soleil. Donc, c'est un lever de soleil, un coucher de soleil. Après ça, on fait dos au Soleil. Là, on est placé sur la Terre. Donc, c'est ça. En fait, c'est pas le Soleil qui se lève et se couche, comme on a l'impression, mais c'est la Terre qui tourne et qui fait qu'on fait face au Soleil et qu'on est dos au Soleil. Sauf que, bon, est-ce que le jour, quand vous vous levez
et aller prendre le transport en commun, vous dites « Ah, mais regarde comment la Terre fait face au Soleil. » Non, on dit que le Soleil se lève parce que par rapport à l'horizon, on le voit se lever. C'est encore correct. C'est notre perspective. Et ensuite, de dire que les étoiles sont des points fixés sur la voûte, pas beaucoup de sens, ça. Ce sont des soleils lointains qu'on comprend maintenant. Bon, ça c'est faux. Aussi, ça c'est probablement la plus grande contradiction, c'est que si on est pour avoir de la lumière sur Terre, ça nous prend le Soleil. Donc le Soleil éclaire la Terre, et pourtant, si le Soleil arrive le 4e jour, qu'est-ce qui éclairait la Terre lors des jours 1, 2, 3? Le Soleil et la Terre et les planètes du système solaire se sont formés il y a 4,5 milliards d'années. Toutes les observations qu'on fait nous amènent à cette conclusion-là. Donc là, certains diront que c'est la lumière même de Dieu qui éclairait. Mais ensuite de ça, pourquoi la lumière de Dieu éclairerait les 3 premiers jours? Et là, il n'y a pas mention du fait que la lumière de Dieu finalement éclaire plus à partir du 4e jour parce que le soleil prend le relais. Bon, ça, ce bout-là est étrange au niveau scientifique. OK? On va continuer avec les luminaires. Bon, ben là, c'est la Lune et les planètes. Galilée, ici, présente son télescope à 2 cardinaux. Galilée n'a pas inventé le télescope, mais c'est lui qui l'a perfectionné avec les lentilles faites à Venise. Et puis ensuite de ça, a pu populariser la chose en tournant vers le ciel. Parce que d'habitude, les télescopes, on s'en servait sur la mer, surtout là, pour aller voir plus loin, est-ce qu'on approche d'une île ou autre chose. Il a vraiment tourné vers le ciel. Galilée est le premier à décrire les cratères de la Lune, les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, grâce à un télescope qui agrandissait de 30 fois. Elles ne sont pas des sphères parfaites, ni des étoiles qui bougent, mais des planètes telles qu'on les définit aujourd'hui. Okay? D'habitude, avant la définition de planète, comme Jupiter, disons, c'était une étoile qui avait l'opportunité de bouger dans le ciel. Là, à partir de Galilée, bon ben là, il voit Jupiter et il voit les lunes de Jupiter. Et oh, ok, finalement, c'est une boule ronde avec des couleurs. La Lune, elle n'est pas une sphère parfaite. Ça change complètement notre manière de percevoir les choses. Et nous amène finalement là, à une autre perspective au-delà de ce qui est décrit dans la Bible. OK, ensuite de ça, il y a la séquence des animaux qu'on retrouve où, dans l'évolution biologique, c'est très clair que la vie apparaît dans la mer, se développe dans la mer sur des centaines de millions d'années, et ensuite, par les amphibiens qui, par la suite, vont vers les lézards, vont sur Terre, et ensuite, c'est un type certains types de lézards vont se développer vers les mammifères et d'autres vers les oiseaux. Donc la vie a vraiment passé de la mer vers la terre, vers l'air, le ciel, la capacité de voler. Alors que dans le récit de la création, on a les animaux de la mer et de l'air, et les animaux terrestres arrivent seulement après. Fonctionne pas vraiment ça. Est-ce que vous le saviez qu'il y a l'Académie pontificale des sciences? Cette académie qui a été relancée par les papes à la fin du 19e siècle, et on voit sur l'image Galilée. Donc Galilée, on sait qu'il a été condamné par l'Église lors des Inquisitions au 17e siècle. Mais Galilée avait fondé ça,
Et ça se voulait proche de l'Église, parce que Galilée était proche de son ami, qui était le pape Urbain VIII. Malheureusement, d'autres personnes n'étaient pas trop d'accord avec ses idées. Mais bon, il y avait déjà un lien qui était souhaité avec le Vatican, au départ. Donc c'est intéressant de voir au 19e siècle que ça réapparaît. Et il y a là un bâtiment avec des gens qui y travaillent et des réunions généralement annuelles où des scientifiques de différents domaines vont discuter des dernières recherches qui ont été faites pour que ça puisse éclairer notre compréhension religieuse des choses, qu'on puisse toujours être plus curieux par rapport au monde qui nous entoure et fonder une éthique responsable dans le monde grâce aux connaissances scientifiques qu'on a. Peu de gens savent ça, mais pourtant il y a des gens qui travaillent là. Et puis en plus, c'est un très bel endroit qui est au milieu des jardins du Vatican. Qu'est-ce qu'on connaît de la science et que les gens notamment au Vatican savent aussi et respectent? On va parler de la cosmogonie moderne. Bon, cosmogonie, c'est la première fois que je vous montre ce mot-là. L'expression gonie à la fin, ça vient du grec, qui est la même origine que le mot genèse. Donc, créer, commencer, les débuts, les origines. Cosmogonie, ça veut donc dire les origines du cosmos. Donc, quand je vous présente Genèse 1 et les 7 jours de création, c'est la cosmogonie biblique. Alors là, on va comparer ça avec la cosmogonie moderne, les résultats des recherches en sciences. On détermine que l'évolution de l'univers commence il y a 13,8 milliards d'années. Ensuite, souvent, on va se concentrer sur l'évolution de la Terre, qui, elle, a 4,5 milliards d'années. La planète Terre, mais tout comme les autres planètes du système solaire et le Soleil lui-même. On place ça à 4,5 milliards d'années. Et finalement, l'évolution de la vie sur Terre. 600 millions d'années, j'expliquerai dans un instant pourquoi j'ai mis ce chiffre-là. Ça pourrait être plus, mais ça devient plus intéressant à partir de 600 millions d'années. Première, c'est un graphique qui existe. À gauche, on a le moment du Big Bang. Soit dit en passant, le Big Bang, c'était une hypothèse qui avait été apportée par un prêtre, chercheur en astrophysique, Monsieur Lemaître. Et puis, Einstein était complètement contre l'idée du Big Bang. Pour Einstein, l'univers est infini. Donc, les gens en sciences pendant longtemps ont résisté à l'idée du Big Bang parce que ça ressemblait trop aux premières lignes du récit de la Genèse. Finalement, les recherches ont continué et ont vraiment démontré que, puisque l'univers semble être en expansion, eh bien, l'inverse veut dire qu'à un moment donné, il devait y avoir un point d'origine. Et que, lorsqu'on regarde, il y a eu comme une énorme explosion dans les premiers moments, ce qui ont permis à l'univers à prendre toute cette expansion-là au départ. Vraiment passionnant lorsqu'on regarde ça. Toutes les particules élémentaires, il fallait que l'univers soit rendu à une telle température pour que finalement il commence à s'agglomérer, faire notamment l'hydrogène qu'on connaît, pour ensuite de ça, l'hydrogène se rassemble tout au même endroit, sous la pression de la gravité, forme les premières étoiles. Les premières étoiles ont tout un principe nucléaire à l'intérieur, de l'énergie nucléaire, et il y a plusieurs transformations qui créent toutes sortes d'éléments. Et au dernier moment, cette géante étoile-là va s'imploser sur elle-même, faire une supernova, et faire exploser tous ces éléments-là. Et c'est de là qu'Hubert Reeves donne l'expression que nous sommes poussière d'étoiles. Et là, ces poussières d'étoiles-là forment les planètes, forment notre système solaire, nous, et il y a 4,5 milliards d'années. C'est une histoire passionnante. Ça vaut la peine de regarder ça, voir comment les galaxies se forment et tout.
on n'a pas le choix que de se poser des questions existentielles en regardant ça. La science ne donne pas les réponses aux questions existentielles, mais toutes ces données-là qu'on a découvertes par nos recherches nous posent des questions existentielles. Ensuite, la planète Terre elle-même, donc on commence il y a 4,5 milliards d'années, c'était une grosse boule de feu. C'était toute la matière qui se comprimait pour la première fois, et un peu comme lorsqu'on comprime certaines choses, parfois ça dégage de la chaleur. Bon, ben, à plus forte raison avec la Terre. C'est pour ça que le magma est encore liquide sous la croûte terrestre encore. Mais au moins la croûte, elle, s'est refroidie. On imagine beaucoup une Terre avec beaucoup d'éruptions volcaniques, une Terre imparfaite au départ et avec le mouvement des plaques tectoniques va finir par s'arrondir de plus en plus. Ensuite, va passer par une étape où on l'appelle la grosse boule de neige. Il y a 630 millions d'années, c'était une glaciation majeure. Il restait que quelques endroits là, avec des océans plus petits, mais c'était de la glace. Là. Ensuite de ça, jusqu'à il y a 65 millions d'années, principalement un gros continent, la Pangée, et les dinosaures pouvaient facilement se promener. Il y a eu des cracks, il y a eu des séparations de certains continents. D'ailleurs, lorsqu'on creuse et on trouve des ossements de dinosaures en Afrique du Sud et en Amérique du Sud et en Afrique, on retrouve les mêmes espèces de dinosaures de part et d'autre, ce qui veut dire qu'avant, ça faisait partie d'un même plus grand continent. Bon, et finalement, il y a 65 millions d'années, il y a eu le dernier grand astéroïde, un grand météorite qui est entré en collision avec la Terre. Le trou que ça fait, c'est la péninsule du Yucatan. On voit comme un gros trou à cet endroit-là. Donc, grosse ponction dans la Terre, ça obscurcit le ciel, ça refroidit la Terre tout d'un coup, beaucoup moins de soleil, donc beaucoup moins de végétation, et les animaux meurent en grande quantité. Tous ces géants de dinosaures meurent. Il y a des petits rats, l'équivalent, on va dire, des premiers mammifères qui, eux, réussissent à survivre, se reproduisent et puis finalement se diversifient pour donner l'ensemble de tous les mammifères qu'on voit aujourd'hui. Il y a 10 000 ans, c'était la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, on sortait de la dernière glaciation et les humains commencent à se répandre un peu partout sur Terre. D'ailleurs, c'était déjà un peu fait. Mais bon, l'ensemble des cultures qu'on voit qui se répandent un peu sur Terre. Et puis, le fait que la Terre se réchauffe permet à des civilisations de commencer à apparaître sur Terre à différents endroits. Et puis, on arrive aujourd'hui avec une Terre qui est, au niveau de son climat, très stable depuis plusieurs milliers d'années. Pas de grands changements au niveau du climat, ce qui fait qu'on a pu compter sur cette stabilité-là pour en arriver là aujourd'hui. J'ai parlé d'évolution de l'univers, l'évolution de la Terre et là, l'évolution de la vie sur Terre. La vie sur Terre, on considère qu'elle est arrivée peut-être il y a 3,8 milliards d'années. Ensuite, il y a quelque part comme autour de 2,5 milliards d'années, les algues bleues, les cyanobactéries, qui, elles, vont avoir un impact majeur. Elles sont capables de photosynthèse. Elles vont donc utiliser la lumière du soleil puis prendre le CO2 qui se trouve présent dans l'air et dans l'eau et faire une réaction chimique pour ensuite envoyer de l'oxygène. Donc, par un processus très lent et tenace, ça a changé la composition de l'atmosphère et il y a de l'oxygène qui a pu devenir abondant dans l'atmosphère, aujourd'hui autour de 20%. Et là, il y a 600 millions d'années, c'est les premières formes de vie multicellulaires.
Et c'est là pourquoi moi je trouve que l'évolution de la vie sur Terre, c'est là où ça commence à être intéressant, parce qu'avec des êtres vivants multicellulaires, ça veut dire que pour un même organisme vivant, il y a des cellules qui prennent des fonctions différentes. Et là, par reproduction, par sélection, il va y avoir certains traits qui vont être transmis au fur et à mesure dans le temps et donner toute la diversité d'êtres vivants qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. On a aussi des lignes claires sur ce graphique-là, sur ce schéma-là, qui montrent les grands moments d'extinction. Donc, ces grands moments d'extinction-là font qu'il y a beaucoup d'animaux, des espèces qui meurent, qui s'éteignent, qui donnent ensuite un avantage à d'autres êtres vivants qui, eux, se reproduisent, se répandent, sont avantagés. On voit la dernière extinction de masse il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures. Et en ce moment, pour d'autres raisons, on est dans une nouvelle extinction de masse. Ça, c'est un schéma qui existe pour montrer les différents embranchements des êtres vivants. Ce qui se trouve à gauche, ce sont des unicellulaires d'un organisme qui a une seule cellule. Ensuite de ça, à droite, les pluricellulaires. Bon, évidemment, la plupart des organismes, tous les organismes qu'on voit autour de nous ont plusieurs cellules. Et ça, c'est une autre manière de le représenter. On part du centre, c'est les origines de la Terre. Et là, plutôt que de le faire juste en flèche, on le fait en 2 dimensions. Donc, plus on s'étend de ce point central-là, plus on va loin, plus le temps passe, jusqu'à ce qu'on arrive à la périphérie, et c'est aujourd'hui. Donc, ça part vers la gauche, avec les premières formes de vie qui sont des bactéries. Et ensuite de ça, on arrive avec les eucaryotes. On les appelle comme ça parce que leur cellule est faite avec un vrai noyau qui donne d'autres sortes. Donc, la présence des plantes et ensuite de ça, les champignons. La présence des autres êtres vivants. On va parler des protozoaires, des échinodermes. Après, ensuite de ça, on voit l'apparition des poissons, l'apparition des amphibiens, qui, eux, peuvent se promener sur Terre maintenant pour la première fois. Ensuite de ça, c'est spécialisé les reptiles. Les reptiles n'ont plus besoin d'avoir une source d'eau. C'est maintenant des vivants qui sont complètement autonomes sur Terre. Certains de ces reptiles-là deviennent des animaux à sang chaud avec un pelage. Ce sont les mammifères. D'autres sont des oiseaux à capacité de voler. Et on voit tous ces embranchements-là. C'est excitant de voir, à cause des extinctions de masse, il y a cette reproduction extraordinaire. Et puis bon, là, je suis un peu plus proche, fait qu'on voit les noms un peu plus proches. Donc voilà, c'est l'évolution de la vie sur Terre. J'ai chez moi cette espèce de grand poster, cette grande affiche, une histoire corrélée de la Terre. Ça, c'est apparu, je pense, dans les années 70-80, parce que les domaines de science sont souvent très séparés. Il y a des gens qui étudiaient la tectonique des plaques. Il y a des gens qui étudiaient tous les grands impacts de météorites et essayaient de les dater. Ensuite de ça, il y avait des études sur l'évolution végétale, d'autres sur l'évolution animale, tenter de faire de la classification, tenter de savoir les animaux sont reliés à qui dans l'évolution. Mais personne ne se parlait. et quelqu'un a eu l'idée de mettre sur une même affiche toute cette information. Et là, tout d'un coup, on voit un peu comment les continents étaient placés, puis où sont les impacts de météorites, puis quel impact ça a eu sur le vivant. Puis on arrive à avoir toute une belle histoire. Chose intéressante à savoir, par exemple, les plantes à fleurs sont seulement arrivées après la disparition des dinosaures. Donc, quand on imagine des films comme le parc Jurassique ou des choses comme ça, il n'y avait pas encore de fleurs. Ça prenait une symbiose avec certains insectes
qui se sont développés eux aussi par la suite, notamment les abeilles, pour pouvoir avoir cet équilibre avec les fleurs. Donc les fleurs, c'est quelque chose qui est plus tardif. Fait que bon, voilà, moi je m'émerveille beaucoup en voyant tout ça. Si vous voulez lire par vous-même l'histoire de la naissance de l'univers, les développements de la Terre et finalement l'évolution biologique, l'un des meilleurs livres et le plus simple à comprendre, c'est La plus belle histoire du monde par Hubert Reeves, qui est un vulgarisateur extraordinaire, mais il s'est allié avec d'autres qui sont notamment des biologistes et des géologues pour pouvoir écrire ce livre-là. Je vous le suggère fortement, c'est même pas un gros livre à lire. Et vous aurez comme la cosmogonie moderne, comment on comprend que le monde s'est développé autour de nous. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de l'univers lui-même, fait que moins sur l'évolution biologique et tout, mais plus sur l'univers, Stephen Hawking, qui a écrit une belle histoire du temps, qui est un livre vulgarisé qui essaie de simplifier toutes ces théories-là qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, j'ai vu ce film Journey of the Universe, qui a été fait par des gens qui sont à l'université de Yale. Et ce sont des gens qui ont décidé de regarder le récit de l'évolution de l'univers et de l'évolution biologique et juste tenter de relever certaines questions existentielles. Et ça commence par l'émerveillement, mais ça va beaucoup plus loin sur quel est notre rôle, quelle est notre place dans l'univers. C'est de toute beauté et je vous encourage fortement à regarder ça. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que d'un côté, il y avait la cosmologie antique, avec une terre plate, un dôme rigide, de l'eau qui entoure tout ça, des piliers en dessous et il y avait des tremblements de terre. Et finalement, je veux dire, on voit que la Terre ne fonctionne pas comme ça. Toutes nos observations scientifiques depuis les 400 dernières années font que... puis même, on a une photo qui est récente de la Terre où on voit tout le disque. En juillet 2015, notre Terre, elle est sphérique. Elle a une mince couche d'atmosphère, là où toute la météo se passe, où l'oxygène est pour soutenir la vie sur Terre. On est complètement ailleurs. Donc, le récit de la création en 7 jours décrit pas comment la vie s'est organisée sur Terre. Elle décrit pourquoi.